Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle saison d'Informatique News Hebdo. Après cette pause estivale, on revient avec mon compère habituel Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Sur l'actualité de l'été avec pas mal d'annonces. Et tout d'abord, on parle des annonces produits. Alors avec un anniversaire, pour commencer, Linux qui fête ses 25 ans. C'est l'occasion un peu de faire le point sur un nouvel écosystème, notamment au travers d'entreprises comme Red Hat et SUSE qui ont réussi à développer tout un business que je qualifierais de florissant autour de ces fameux logiciels libres. Alors effectivement, c'est le 25 août 1991, donc on est dans l'ère pré-web, on va dire. Linus Torvald envoie un mémo sur Usenet en disant j'ai développé un système d'exploitation gratuit, donc il est disponible, vous pouvez l'utiliser. Donc ça c'est il y a 25 ans, et on est arrivé à aujourd'hui une situation où Linux est devenu le système d'exploitation dominant. C'est vraiment lui qui se partage avec Windows de Microsoft, mais enfin c'est lui qui est omniprésent dans tous les data centers et également dans les supercalculateurs. Au départ c'était Unix qui était très très présent. Donc c'est vraiment un développement assez fulgurant et une belle réussite. Aujourd'hui donc Linus Torvald est toujours aux commandes du développement d'Unix dans le cadre de la Linux Foundation, qui est une des fondations les plus actives. Et ça a été aussi important dans le sens où Linux a lancé une révolution, celle du logiciel libre. Bon, ça existait un peu auparavant, mais en tout cas, c'est vraiment un des vecteurs les plus importants de ce développement et qui est devenu aujourd'hui le logiciel libre. Bon, il y a encore des fournisseurs, des éditeurs de logiciels qui sont très propriétaires, mais qui se sont également ouverts au logiciel libre. Donc c'est je dirais un exemple sur tout un tas de domaines et une belle réussite. Donc on ne l'utilise pas tous les jours sur le poste de travail, puisque Linux n'est pas très présent, mais en tout cas pour tout le reste, même dans le domaine de l'informatique, l'Internet des objets, dans tout ce qui est mobile, Linux est très présent partout. Surtout, on parlait de logiciels, on va parler d'hardware, et puis une annonce un peu surprenante, puisque HP annonce une nouvelle version de ses serveurs Itanium, serveurs qui avaient défrayé la chronique, mais plutôt sur un plan judiciaire que sur un plan matériel, puisqu'on se souvient du procès avec Oracle. Effectivement, on pensait... Alors, il y a eu, comme vous l'avez rappelé, le procès entre HP et Oracle. A priori, c'est plutôt HP qui a gagné. On pensait qu'Itanium, donc Itanium, c'est un co-développement HP Intel. On pensait que finalement, Itanium allait mourir de sa belle mort. Et puis, on a appris cet été que finalement, il y aurait de nouveaux serveurs Itanium qui serait prévu pour l'année 2017. Donc c'est la famille Integrity, ce qui est un peu surprenant parce que finalement on savait que d'un côté HPUX, donc HPUX et l'Unix de HP serait porté sur les serveurs x86, et puis de l'autre OpenVMS que HP avait récupéré en achetant Digital serait également porté sur x86. Donc on se demande un peu l'intérêt, mais en tout cas pour les utilisateurs de système Integrity, bon, ça repousse un peu l'échéance. C'est peut-être pas mal pour eux, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, autre annonce intéressante du côté d'IBM qui annonce l'extension de son service blockchain qui était auparavant réservé au secteur de la santé, à l'ensemble des secteurs. Absolument, vous avez quasiment tout dit. Donc, pourquoi on l'a retenu? Parce que c'est vraiment un bel exemple de cette technologie blockchain qui commence à faire vraiment beaucoup d'elle. Donc vous vous souvenez qu'à la Cloud Week, il y avait le représentant de Blockchain France, qui était là, donc qui présentait sa technologie. Enfin, en gros, c'est une entreprise qui fait de la promotion et de l'évangélisation autour de cette technologie. Donc, une des applications qui est une des plus connues, c'est le Bitcoin, c'est dans le domaine financier, mais il y en a beaucoup d'autres, puisque rappelons qu'en gros, blockchain, c'est quoi? C'est une espèce de gros registre qui est donc
animé par une technologie sous-jacente, indépendant de tiers, et avec lequel des partenaires donc, peuvent faire des transactions. Et ces transactions sont certifiées, sont redatées, ne peuvent pas être modifiées, corrompues, modifiées, etc. Donc c'est très intéressant. Donc ça a été proposé par IBM, c'était effectivement limité dans ce domaine de la santé, c'est étendu à l'ensemble des secteurs économiques pour tout type d'application, et évidemment c'est proposé sur le cloud. Donc c'est vraiment un des exemples d'une technologie qui va révolutionner beaucoup de choses dans les années à venir. Parler de services, un autre secteur qu'il ne faut pas oublier, c'est le secteur de la mémoire, où il se passe pas mal de choses en ce moment, avec notamment une espèce de mouvement de fusion entre les mémoires volatiles et les mémoires permanentes, avec la montée en puissance des mémoires électroniques. Il y a des annonces sur le sujet très récemment. La séparation entre les mémoires vives et puis le stockage était très nette, et puis donc, parce que les mémoires vives c'était de l'électronique, et puis le stockage c'était des disques, et il se trouve que maintenant tout ça c'est des mémoires électroniques qui sont utilisées pour faire tout ça, avec des technologies différentes bien entendu, et des usages différents. Donc les deux annonces de l'été, c'est que les mémoires DRAM, donc dynamiques, mémoire vive, utilisées sur votre PC, on avait la DDR4 qui on pensait être la dernière génération, et puis non, il y en a une qui arrive. DDR5, forcément. DDR5, donc ça qui sera plus rapide, etc. Donc c'est de la mémoire volatile, c'est-à-dire qu'en étant courant, les données disparaissent. Et puis une autre technologie une technologie qui a été co-développée par Intel et Micron Technology, donc on appelle la 3X Point, un nom un peu bizarre, on ne sait pas où ils ont été le chercher, qui elle a des capacités encore plus grandes, des performances plus importantes, qui a aussi l'avantage d'être de la mémoire non volatile, qui peut être utilisée à la fois en tant que mémoire, mais aussi pour le stockage. Et donc a priori c'est les premières apparitions, donc on en est encore au niveau des tests, mais ça va se développer rapidement. Donc c'est vraiment un domaine qui est en train d'être considérablement modifié, et on sait bien que ça va être très utile parce qu'il va falloir de plus en plus de stockage, de plus en plus de performance, avec l'accumulation, l'explosion des données dont on parle déjà depuis un certain temps. Donc ça va être très utile, et a priori il y a des réponses aux problèmes qui sont posés. De la mémoire aux bases de données, il y a qu'un pas que je franchis allègrement, avec pareil, un centre d'annonce, non pas sur les bases de données traditionnelles, mais sur plutôt les bases de données NoSQL, avec des annonces du côté de chez Google, forcément dans le cloud. Oui. Alors là, on l'a retenu parce qu'en fait, c'est le monde des SGBD relationnels est relativement figé, hein. Il est établi, ça fait 30 ans avec des acteurs qu'on connaît. Donc maintenant, il y a Oracle, IBM, Microsoft, c'est les trois grands, plus quelques autres dans le domaine des SGBD libres, open source. Là, on est dans le domaine des bases de données qu'on appelle NoSQL, et on est sur le cloud. Et donc, Google a fait des annonces cet été de trois donc, bases de données NoSQL, donc dont la fameuse Bigtable, hein, qui a été développée par Google, qui est disponible par l'intermédiaire du cloud. Donc, intéressant parce que le monde des bases de données est en train d'être redessiné, avec une nouvelle utilisation des bases relationnelles d'un côté et bases NoSQL de l'autre, et évidemment tout ça en raison de l'apparition de volumes de données considérables et de données non structurées qui ont besoin de technologies nouvelles. Donc c'est un domaine qui est en train d'être complètement redessiné. Alors, autre annonce logicielle, le portage du langage de scripting PowerShell de Microsoft sur les plateformes Linux et Apple. Et le passage, c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, en open source de ce fameux langage. Donc, on l'a retenu. Alors évidemment, PowerShell, vous et moi, on ne l'utilisons pas tous les jours, mais c'est tous les administrateurs système réseau qui l'utilisent dans le monde Windows. Donc c'est un langage de scripting pour le monde Microsoft. Et donc c'est intéressant parce que ça montre l'évolution de Microsoft ces derniers temps. Vers les autres environnements, et deux, vers
vers l'open source. Donc il se trouve que PowerShell va être disponible en mode open source d'un côté et va être disponible également dans les environnements Linux et Mac. Donc ça montre bien l'évolution qu'on a suivie depuis un certain temps, depuis l'arrivée de Satya Nadella, qui a quand même changé pas mal de choses, et en particulier cette évolution vers l'open source. Mais c'est vraiment une révolution importante chez Microsoft qu'on est en train d'observer. Alors ça, c'était pour les annonces produits, pour toute la séquence rachat, introduction en bourse. On commence par une start-up française. Oui. Talend, qui s'est introduit sur le Nasdaq durant l'été, et ma foi, une introduction avec plutôt réussie. Ils ont levé 100 millions de dollars. Oui, donc effectivement, introduction en bourse, il y en a eu assez. Alors au Nasdaq, hein, la bourse des valeurs technologiques, comme on dit, ces derniers temps, il y en avait beaucoup moins, puisque finalement les startups préféraient être financées directement par les investisseurs et moins être soumises aux aléas, aux tyrannies, comme certains disent, des marchés boursiers. Donc Talend, c'est une des plus belles réussites françaises dans le domaine du logiciel. Donc au départ, s'est lancé dans tout ce qui est intégration de données, ETL, et puis a évolué vers le MDM, Master Data Management, enfin dans tout ce qui est administration des données au sens données, pas au sens base de données. Et donc, une des plus belles réussites, a décidé pour poursuivre, accélérer son développement à l'international, de s'introduire en bourse. Donc, introduction réussie, a levé près de 100 millions de dollars, et donc a appris finalement, s'est confronté un peu à ce que c'est le marché boursier, puisque en publiant ses résultats la semaine dernière, comme ils étaient moins bons que ce qui était attendu, en particulier des pertes qui doublaient par rapport au trimestre de l'année précédente, donc l'effet ne s'est pas fait attendre. L'action est passée de 30 $, qui était le pic, à 22. Bon, c'est pas une catastrophe puisqu'ils ont été introduits à 18, donc si vous avez acheté au départ, vous êtes encore gagnant. Mais en tout cas, bon, ça montre bien les difficultés auxquelles peuvent être confrontées des entreprises de taille moyenne comme ça. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui était à signaler, parce que c'est une des plus belles réussites françaises dans le domaine du logiciel. Alors on continue par la séquence rachat avec pas mal de choses. D'abord Oracle qui rachète NetSuite avec une petite particularité. Le principal actionnaire de NetSuite n'est autre que Larry Ellison, qui est lui-même le fondateur d'Oracle. Donc bon, tout ça reste dans la famille, c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc, bon, on ne rentrera pas dans ces détails-là. Donc, effectivement, c'est peut-être une bonne affaire pour Larry Ellison. C'est peut-être aussi une bonne affaire pour Oracle, ça on en jugera un peu plus tard, sachant que le rachat de NetSuite, donc NetSuite c'est un ERP dans le cloud, pour simplifier, pour le dire vite, racheté pour un peu plus de 9 milliards de dollars, donc c'est le deuxième rachat le plus important jamais réalisé par Oracle. Le plus important a été celui de PeopleSoft. Donc on se souvient, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, c'était une saga qui avait duré plus de 18 mois, puisque PeopleSoft ne voulait pas se faire racheter, donc ça avait été une bataille assez épique. Oracle, donc pour Oracle, c'est la possibilité de continuer à se développer à marche forcée, se développer dans le cloud, puisque on sait que depuis quelques mois, Oracle a vraiment complètement changé sa vision des choses et veut accélérer dans le cloud. Et donc, Oracle aussi, parmi les acteurs qui sont des gros racheteurs, on va dire, Oracle est un des plus actifs. Donc, effectivement, on a cité, donc au-delà de NetSuite, il y a eu PeopleSoft, il y a eu BEA, il y a eu Sibel, il y a eu RightNow. Donc au total, on est à une dizaine de rachats à plus de 2 milliards de dollars. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Bon, c'était un exemple assez typique qu'il fallait mentionner. Alors autre achat important, on parle d'ARM, qui n'est pas forcément très connu, mais qui est un designer de processeurs, notamment dans le domaine mobile. Il y a de fortes chances que votre mobile soit animé par un processeur ARM, et qui est racheté par le japonais SoftBank, qui n'était pas forcément connu pour être présent dans le hardware.
Bon, mais en tout cas, c'est un rachat quand même à 32 milliards de dollars. Effectivement, donc c'est un des rachats les plus importants de notre industrie IT, pour simplifier. 32 milliards de dollars, c'est une somme assez colossale. ARM, comme vous l'avez mentionné, contrairement à Intel qui conçoit, développe et fabrique ses propres puces, ARM fait la conception, le développement et le fait faire fabriquer par des fondeurs. Donc c'est un modèle qui est très différent. Donc c'était une entreprise britannique qui remonte au temps de Acorn. Donc on avait un peu oublié, mais Acorn, on est dans les milieux des années 80. Donc on voit bien qu'il y a des généalogies qui remontent à très loin. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. D'ailleurs, ARM, ça veut dire Acorn Risk Machine. Donc on voit bien l'affiliation, on avait oublié le Acorn dans l'histoire. Et donc c'est un formidable succès puisque finalement ARM a un monopole dans les smartphones comme Intel a un monopole dans les postes de travail et les serveurs. Donc c'est vraiment un très grand succès. Maintenant la logique du rachat, on ne sait pas trop encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que finalement, c'est un moyen pour les Japonais de revenir un peu sur ce terrain-là, puisque bon, ils avaient été ces derniers temps un peu malmenés. Hein. Toutes les entreprises technologiques japonaises avaient été soit en difficulté, soit un peu passées au deuxième plan. Là, c'est les Japonais qui reviennent en force sur ce terrain-là. Alors, autre acteur, pas forcément très connu d'ailleurs dans nos contrées européennes, Verizon, opérateur telco américain, qui rachète à la fois Yahoo sur la partie, j'allais dire, grand public, et puis un service plutôt destiné aux professionnels, à savoir de la gestion de flotte. Hein. Oui, alors effectivement, et là il est intéressant parce qu'il montre bien l'évolution que vont devoir suivre, ou qu'ont suivi déjà depuis un certain temps les opérateurs télécoms, à savoir que finalement, comme les tuyaux, ce que fournissent les opérateurs télécoms ne rapportent plus autant que ce qui rapportait avant, il faut proposer soit du contenu, soit des services. Et donc c'est exactement l'exemple de Verizon. Donc Yahoo, c'est du contenu. Hein. On se souvient, Yahoo au départ, c'était un moteur de recherche manuel. Bon, dès le début, on savait que c'était avec l'explosion du web, ils n'iraient pas très loin. Et puis il y a eu des évolutions compliquées. Et finalement, ces derniers temps, on ne savait plus très bien ce que ça faisait Yahoo, si ce n'est que donc la patronne de Yahoo, c'était Marissa Mayer, qui était l'ancienne de chez Google. Directrice marketing de chez Google, qui avait un peu défrayé la chronique pour certaines choses. Donc, on ne savait plus très bien ce qu'ils faisaient. En gros, c'était un portail Internet qui vendait de la pub, etc. Autre particularité de Yahoo, c'est qu'ils avaient 15% dans Alibaba. Donc ça, c'était finalement un peu la pépite dans l'affaire. Et ils ont été vendus pour près de 5 milliards de dollars. Donc c'est quand même pas négligeable. Et puis le deuxième point, c'est Fleetmatic, donc, que vous avez mentionné. Donc là, effectivement, c'est un service de gestion de flotte. Donc ça peut être des véhicules, mais ça peut être éventuellement autre chose. Et donc là, ce sera pour Verizon la possibilité de fournir un service packagé, service plus tuyau, à des entreprises. Donc on l'a retenu pour cette exemplarité, si je puis dire, de l'évolution des opérateurs télécoms. Et puis on conclut cette séquence rachat par un petit clin d'œil un peu historique, hein, le rachat de Silicon Graphics, grande star des années 90-2000 sur tout ce qui était création numérique en 3D, qui est racheté par HP. Silicon Graphics qui a inventé un peu avec Sun le concept de station de travail, on peut dire. C'est ça. Alors il y a eu Apollo, je ne sais pas si vous venez d'Apollo, qui a été racheté par HP aussi, d'ailleurs. Donc là, c'est un côté un peu plus historique. Autant le rachat de Sun par Oracle était quelque chose de très important, ne serait-ce que par le montant du rachat. On était à 7,5 milliards de dollars. Là, c'est moins de 300 millions, donc c'est beaucoup moins. Silicon Graphics, aujourd'hui appelée SGI Inc., est une entreprise, une grosse PME, on va dire, 1000 personnes. S'était lancé effectivement sur les stations de travail super puissantes, avait évolué sur les supercalculateurs. Donc, bon, ça a plus ce côté un peu historique, mais ça avait été une magnifique réussite au tout début. Maintenant, savoir ce que HP va en faire, mais bon, je dirais que ça s'inscrit un peu dans leur reconfiguration d'HP. Sur le data center, il y a certainement des technologies qui vont être
réutilisés, injectés dans tout ce qui est serveur, enfin chez HP. Donc bon, il y a une certaine logique. Et puis on va dire 300 millions de dollars, ça va. Chez HP, c'est pas grand-chose. Alors de la séquence rachat à la séquence résultat, il n'y a qu'un pas qu'on franchit allègrement, et on parle des résultats d'IBM. Alors encore un trimestre à la baisse, si je puis dire. C'est le 17e, donc si vous avez compté, dans une année, il y a 4 trimestres. Ça fait plus de 4 ans que chaque trimestre est moins bon que le trimestre précédent. Donc ça commence à être un petit peu inquiétant. Les dirigeants IBM ne semblent pas montrer beaucoup d'inquiétude. Et en gros, depuis un certain temps, IBM présente ses activités entre d'un côté ce qui ne marche pas et de l'autre ce qui marche, en disant que ce qui marche très bien avec des taux de croissance considérables. Oui, sans doute. Et ce qui marche, donc, c'est tout ce qui est cloud, tout ce qui est analytics, donc ça marche très bien. Le problème, et puis bon, aussi il y a Watson qui ne rapporte pas encore beaucoup d'argent, mais avec des perspectives très intéressantes. Le problème, c'est que ce qui marche ne couvre pas ce qui ne marche pas. C'est un peu ça le problème. Donc c'est une espèce de course de vitesse. Et d'ailleurs, il y a une rumeur qui s'était répandue cet été, indiquant que IBM pourrait se défaire de toutes ses activités mainframe, ce qui semblerait un peu surprenant parce que on sait que c'est très profitable, puisqu'ils sont les derniers sur ce marché-là, segment de marché, et qu'autour des mainframes, il y a tout un tas d'une activité de service qui est assez importante et très profitable. Donc on ne voit pas trop l'intérêt de tout ça. Mais bon, IBM n'a pas encore résolu son problème, et donc il va falloir attendre encore un peu de temps pour voir comment ça va évoluer. Alors sur le marché d'entreprise, on parle de son concurrent d'IBM, HPE, avec là aussi un certain nombre de rumeurs liées aux résultats. Effectivement, ces derniers temps, HPE, on a vu comment ça a évolué. HP s'est divisé en deux, avec HP Inc., donc tout ce qui est PC serveur d'un côté, HPE, donc tout ce qui est serveur et marché entreprise. Se reconfigure, un peu dans la logique small is beautiful. Bon, on reste encore des entreprises de taille respectable, mais et donc là, l'idée, c'est de dire que HPE pourrait suivre la voie que Dell avait suivi, à savoir sortir des marchés boursiers, de leur tyrannie dont certains parlent, pour une prise en main plus simple de sa destinée. Donc on a parlé de Apollo Global, de KKR, donc c'est des gros investisseurs. Pour l'instant, rien n'est fait, mais en tout cas, il y aurait une certaine logique dans tout ça qui permettrait à HP de reprendre un peu les cartes en main et de pouvoir continuer son développement tel que Whitman l'a entrevu. Est-ce que ce sera une réussite? Ça, on verra. Et puis, autre actualité moins réjouissante durant cet été, les licenciements, avec pas mal d'annonces chez Cisco et surtout Intel. Alors, il y a eu effectivement des annonces réelles, et puis il y a le futur. Les annonces réelles, donc il y a eu Cisco, donc c'était un peu moins pire, si je puis dire, que ce qui était prévu, près de 6000 suppressions d'emplois, alors que les résultats sont quand même, en France on appelle ça des licenciements boursiers, parce que si on regarde les derniers résultats trimestriels, bon, il ne ferait pas lire de jalousie un certain nombre d'entreprises françaises. Néanmoins, 6000 suppressions d'emplois chez Cisco au lieu des 14 000 qui étaient annoncés précédemment. Il y a eu Microsoft, il y a eu Dell, 10 000. Donc ça, c'est pour ce qui a été annoncé, c'est quand même important. Et puis, a priori, tous les cabinets qui suivent le marché de l'emploi aux États-Unis, chez les fournisseurs IT, sont assez pessimistes, puisqu'ils proposent des chiffres qui sont... il y a une fourchette est assez large, mais des chiffres qui sont assez négatifs. Donc on suivra ça avec en particulier la distinction entre tout ce qui est développement logiciel, où là ça marche très bien. Pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé des salaires des stagiaires dans la Silicon Valley. Silicon Valley, c'était absolument incroyable. Mais il y a tout ce qui est ingénieur de développement d'infrastructures, et là c'est une autre affaire, sachant que bon, c'est normal, ça épouse un peu un phénomène qu'on voit bien, qui est qu'il y a tout un tas de développements qui sont finalement qui passent des États-Unis vers l'Asie, donc normal, il y a moins de développement, mais en tout cas c'est vrai que c'est pas très réjouissant. Et puis on conclut sur un épisode informatique qui montre
ô combien l'informatique est stratégique pour un certain nombre d'entreprises, avec les avions Delta Airlines qui ont été cloués au sol pas moins d'une journée suite à une panne informatique. Alors cloués une journée au sol et puis avec une perturbation importante. On ne parle pas d'être retardé d'1 heure, on parle vraiment d'une perturbation importante pendant plus d'une semaine, avec un peu la comète, là, avec le fil de la comète qui continue. Donc ça c'est effectivement, en gros ça a été annoncé sur Twitter, panne informatique, plus d'avions. Donc c'est arrivé cet été. Chez une Delta, c'est la numéro 1 mondiale ou numéro 2, ça dépend comment on compte, donc c'est une des plus importantes. Ce qui montre que, la dépendance de certains secteurs, en particulier les compagnies aériennes, à l'informatique. Sans informatique, on ne peut plus rien faire. Avec, on va dire, 2 niveaux. Il y a le premier niveau, c'est le niveau basique, il faut que ça marche. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse suivre les avions, les réservations, etc. Et puis le deuxième niveau, c'est des services un peu complémentaires aux passagers pour faire en sorte qu'on soit plus intéressé pour aller chez Delta que pour aller chez un autre concurrent. Donc ça montre bien ça. Et puis alors il y a un certain nombre d'observateurs qui faisaient remarquer que finalement, dans certains secteurs, en particulier les compagnies aériennes, les investissements informatiques ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Donc dans le secteur aérien, je crois qu'on parle de l'ordre de 3% des budgets informatiques sur le chiffre d'affaires. C'est moins que dans d'autres secteurs, que dans le secteur de la banque par exemple. Et c'est a priori insuffisant. Le résultat il est là. Est-ce qu'il y a une cause à effet entre les deux? C'est pas sûr, mais en tout cas, ça montre que de plus en plus, les secteurs sont dépendants de l'informatique et ils le seront encore beaucoup plus. On a parlé à plusieurs reprises de transformation numérique et dans le cadre de cette transformation numérique, bon, évidemment, on a un peu oublié l'informatique, mais elle est quand même, c'est elle qui constitue le socle sans lequel il est absolument... Sans rien. On ne peut rien faire. Eh bien, Mehdi, merci. On va conclure sur cet exemple et puis on laissera nos lecteurs méditer le sujet. Merci en tout cas de votre attention pour cet épisode peut-être un peu plus long que les épisodes habituels. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition plus traditionnelle. À bientôt. Merci en tout cas.